Oh, bonjour, vous allez bien? On parle enfin de mon chevalier de bronze préféré. Lorsque l'on parle de lui dans la communauté Senseiya, souvent deux camps s'affrontent, les deux avec des arguments tantôt cohérents et tantôt emplis de mauvaise foi. Les premiers disent que c'est un personnage faible et insupportable, car trop doux, pendant que les seconds le vendent comme étant le plus puissant et le plus complexe des chevaliers de bronze. Et honnêtement, de ces joutes verbales sans queue ni tête, nous n'en sommes aucunement sortis grandis. On pourra alors se dire que la vérité se situe entre les deux discours, mais cela serait jouer le jeu du sophisme du milieu. C'est un personnage qui divise, et qui répond à des codes qu'en tant qu'occidentaux, nous ne pouvons pas intuitivement comprendre, la culture d'origine étant souvent très influente lors de la création d'un personnage. Et surtout dans le cas d'une œuvre comme Senseiya. En effet, elle emprunte énormément de choses à d'autres cultures et les traduit avec un angle de lecture japonais. Et notre culture, elle joue aussi un rôle dans notre façon de lire, de comprendre et surtout d'analyser une œuvre. On aura évidemment toujours tendance à appliquer notre regard occidental. C'est le jeu, j'ai envie de dire. Là où nous, on va voir des messages qui répondent à nos critères occidentaux, les japonais, pas forcément. Et de là à parler de surinterprétation de notre part, il n'y a qu'un pas. Enfin, retournons sur Shun, on va creuser, analyser, décortiquer, et tenter de comprendre pourquoi tout le monde se trompe en parlant de Shun. Et croyez-moi qu'il n'y a vraiment pas de temps à perdre parce que ça représente énormément de boulot. Oh, aussi, je précise que je vais prononcer son nom Shun et non Shun. Je sais que la bonne prononciation c'est Shun, mais vous comme moi, on est habitué à la prononciation de la VF. Et c'est d'ailleurs aussi le cas pour les autres personnages. En effet, on dit Iki et pas Ikki. On dit Seiya ou Seiyar et pas Seiya. On dit Shiryu et pas Shiryu. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. D'ailleurs, Shun, enfin Shun, ça veut dire quoi? Shun peut avoir de multiples significations dépendant des kanji utilisés. Premièrement, apogée saisonnière. En gros, c'est une période de l'année assez courte, où un fruit, un légume ou tout aliment En gros, c'est une période de l'année assez courte, où un fruit, légume ou tout autre aliment est à son stade de maturation le plus exquis. En gros, il est vraiment très très mûr. Secondement, ça veut aussi dire printemps, aussi prononcé haru. Troisièmement, le talent, dans le sens habilité et la brillance dans un domaine. Et quatrièmement, ça signifie l'instant. Cela peut évoquer un éclair, une brève brillance ou alors la vitesse. Et c'est cette quatrième signification que Kurumada a choisi pour Shun. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, ça évoque le scintillement d'une étoile. Et bon, les étoiles, c'est un peu le thème de Senseiya. J'enfonce vraiment des portes ouvertes. Mais secondement, le but était d'avoir un nom en lien avec Iki. Shun est un nom qui insiste sur le côté éphémère et discret de la brillance. Là où Iki, lui, est un brasier. Shun est dans l'ombre de Iki. Il a été écrit pour ça. Et son nom a été choisi dans ce cadre. Comme quoi, tout est logique dans Senseiya. Enfin, presque. Maintenant, quelque chose d'intéressant concernant les personnages principaux. Seiya et Shiryu dans l'anime ont un développement ainsi qu'une histoire assez similaire à leurs alter ego du manga. Pour Iki et Yoga, le manga leur donne beaucoup plus de place pour les développer que dans l'anime. Et pour Shun, c'est tout l'inverse de son frère. Le manga ne propose que très peu de place pour ce dernier, tout du moins au début. Et de ce fait, entre le manga et l'anime, on ne parle pas du tout du même personnage. Dans le manga, il n'est jamais montré comme abandonnant le combat ou beaucoup trop sentimental. Il y a bien des moments où il est plus sensible, mais jamais au point de refuser de se battre. Il remet généralement en question les combats qu'il doit mener, oui, mais c'est pas par peur, ni par douceur, mais parce qu'il les estime inutiles. L'anime lui décide de montrer un Shun bien trop doux et bien trop sensible que pour participer à des combats à mort. Mais enfin tout ça on en reparlera plus tard, vous savez, détailler et analyser la personnalité d'un personnage, je préfère tout simplement le faire lorsque je retrace son historique. Ça permet de mieux comprendre son évolution. Enfin, selon moi bien sûr. Et ici, plus que jamais, je vais alterner entre le manga et l'anime. Ce sera indispensable pour bien comprendre le personnage. D'ailleurs, en parlant du manga, Shun ne ressemble pas du tout à Shun de l'anime. Alors autant pour les autres, il y a des différences qui étaient certes pas négligeables, mais on se concentrait majoritairement sur l'armure. Ici, c'est pas du tout la même limonade. Des cheveux bruns bien plus courts que dans l'anime, des yeux bruns, une armure très peu couvrante, qui n'a d'ailleurs quasiment aucun point commun avec celle de l'anime à l'exception de ses chaînes, et une couleur rose bien plus froide que celle utilisée dans l'anime. Si on ajoute à ça une personnalité assez différente du Shun qu'on a connu dans l'anime, bah impossible de vraiment parler du même personnage. Il faudra donc voir ça comme une double Pandora Box. On va commencer par parler du personnage du manga. En effet, matériel source et surtout vision de l'auteur. Dans le manga, il est montré avec l'armure la moins couvrante des 5 chevaliers de bronze. Comparé aux autres qui ont les joues couvertes, lui n'a un casque qui ne protège absolument rien. Et si on commence à parler du plastron qui protège un petit peu l'avant, un petit peu l'arrière, mais surtout pas les flancs, eh bien on est sur une armure vraiment très légère. Il est intéressant de se demander pourquoi ce choix. Si on suit la logique de Kurumada, moins le personnage est couvert, moins il est fort. Et c'est ce que nous aurions pu nous dire jusqu'à ce que Shun affronte Jabu et le pulvérise. Alors est-ce que Kurumada a voulu nous surprendre, ou est-ce que Jabu est juste super faible? Bon, la deuxième option me semble vraiment pas crédible. On rappelle que Jabu a vaincu sans difficulté Ban du Petit Lion juste avant, et en toute logique ça lui donne d'office un certain niveau. D'autant plus qu'à ce moment-là, Kurumada voyait en Jabu le 6ème personnage principal. La thèse de l'inversion de son propre code est assez tentante. Cependant, on est au début de l'histoire. À ce moment-là, seul Yoga a montré une armure un peu plus couvrante. Le code n'était à ce moment-là pas parfaitement clair. Alors selon moi, il reste deux options. Soit Masami Kurumada n'est pas certain de l'application de son code,
Soit, Shun n'est pas si peu couvert que ça. Ces chaînes, quand on y réfléchit, forment une couverture largement suffisante que pour qu'une armure légère soit satisfaisante. Il est intéressant de comparer ça aux différentes classes de combattants, car il ne faut pas oublier que Kurumada tire en partie son inspiration de là. De par cette technique à distance, on pourrait comparer Shun à un archer ou à un frondeur. Et parmi les pièces défensives des archers, on retrouvait des brassards, des dactylières et des plastrons rembourrés. Ces protections, elles permettaient de tendre et de tirer sans subir de dommages ni perte d'efficacité. Éventuellement, il y en avait quelques-uns qui avaient des gants bisons et quelques morceaux de côte de maille. Mais pourquoi un équipement si léger? Pour des raisons de mobilité et de liberté de mouvement, tir exigeant, poids et gêne et précision. Et aussi pour des raisons tactiques, la distance, le retrait et l'abri. Kurumada, il crée ses personnages avec une certaine logique. Il ne serait pas impensable que cela aurait été son raisonnement. Il n'a pas beaucoup de pièces d'armure, certes, car il n'en a tout simplement pas besoin. Il est à noter que la praticité est aussi respectée dans sa V2. Son armure est toujours moins couvrante que celle de ses compères, cependant ses spalières sont directement accrochées aux côtés de ses bras. Ah oui, le terme spalière, ça doit pas trop vous parler. C'est assez vieillot comme mot. C'est un synonyme d'épaulière. Vous savez, c'est la pièce d'armure qui se trouve au niveau de l'épaule. À ne surtout pas confondre avec l'épaulette, qui est une sorte de petite plaquette en carton, en bois ou en plastique, placée au niveau de l'épaule d'une veste de costume dans le but de rehausser les épaules et leur donner une forme carrée. Enfin, je divers, je parlais de quoi moi encore? Ah ouais, les spalières de sa New Class ou V2. Elles suivent une logique de praticité, en effet le long du bras. Elles ne peuvent pas entraver ses mouvements et vu que son style de combat demande une certaine dextérité, ce positionnement est parfaitement adapté. Et c'est là qu'on se rend compte d'à quel point c'est cool Senseiya. Kurumada pense vraiment à plein de détails. Évidemment, comme pour les autres, à chaque chapitre, son armure évolue et devient de plus en plus couvrante, égalisant petit à petit la couverture des armures de tous les bronzes. Kurumada s'éloignant petit à petit de la règle qu'il a appliquée à Shun. Dans l'anime, c'est tout l'inverse. Shun est celui qui a l'armure la plus couvrante. Un casque complet, des bras entièrement couverts, un plastron couplé d'une pensière couvrant tout son abdomen. Il a aussi les jambes couvertes du haut des cuisses jusqu'à ses pieds. Le seul bémol serait qu'il n'a pas de flancard pour protéger ses hanches. Mais à part ça, Shun est un char blindé. Avec ce design, l'anime propose une logique complètement inversée à celle de Kurumada. Le but assumé était surtout de proposer des armures qui vendraient des jouets. Oui, il ne faut pas oublier l'aspect commercial de Senseiya, bah ouais, il existe. Et que ce soit l'anime ou le manga d'ailleurs, on en parlera un jour. D'ailleurs, j'y pense, mais on n'a pas encore parlé de ses chaînes, l'élément le plus important de son design. C'est absolument honteux. On va remédier à ça. Bon, ces chaînes, elles ont deux extrémités différentes. Et contrairement à Saga, on s'y intéresse. Il y a une chaîne défensive finissant par un cercle. Mais le cercle, c'est quoi? Premièrement, symbole d'intemporalité. Absence de commencement et de fin, représentatif de l'éternité. Ensuite, c'est aussi symbole d'intégralité. Ensuite, c'est le symbole de tout et du cosmos. Et oui, là, on retrouve un lien avec Senseiya déjà. Plus important encore, associé à la féminité. Associé au cycle de vie, au ventre maternel, à l'œuf et à la rondeur nourricière. Ensuite, il a une chaîne offensive, finissant par un triangle. Et le triangle, c'est un symbole d'équilibre et de base. C'est aussi un symbole d'élévation, mais surtout le plus important, symbole du masculin. Il représente le principe actif, l'énergie solaire et la force masculine. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend le rond, symbole de la féminité, et le triangle de la masculinité, nous arrivons à une réelle complémentarité. Mais aussi le fait que les deux soient liés à la même armure symbolise l'ambiguïté de genre. Et Shun est un homme androgyne, portant une armure représentant une princesse antique. Et là on se dit que Kurumada est un génie, tout est parfaitement lié, il rend tout parfaitement logique. Mais une question me taraude, pourquoi chaîne nébulaire? Le chêne c'est en lien avec Andromède, ça c'est plus ou moins évident. Mais nébulaire? Eh bien cela viendrait de la galaxie d'Andromède, qui était jusqu'avant les années 1920, confondue avec une nébuleuse de par sa forme de spirale, mais en genre bien plus massif. Elle était nommée à l'époque la Grande Nébuleuse d'Andromède. Et sa forme de spirale, elle est aussi représentée par Shun lorsqu'il utilise sa Rolling Defense. Mais ça, on en reparlera plus tard. Un point important à noter concernant les chaînes d'Andromède, elles ont une volonté propre. Elles refusent d'attaquer quiconque n'est pas hostile envers son porteur, mais ces petites merveilles ont aussi la capacité de s'exprimer. Soit en indiquant directement un objet, une personne ou une direction à Shun, mais elles peuvent aussi s'étendre d'elles-mêmes pour écrire des mots sur le sol. Ajoutons à ça aussi qu'elles peuvent décider d'attaquer sans que Shun ne puisse dire quoi que ce soit. Par exemple, lorsqu'elles veulent attaquer Ikki, ce dernier représentant une forme de menace pour Shun. Elles peuvent aussi électriser, voire électrocuter en cas de décès, toute personne entrant en leur contact sans que ce soit désiré par Shun. Et avec un coup de jus de 10 000 volts quand même. Et si on y réfléchit, quel pourrait être le lien entre l'électricité et Shun? Eh ben on se rappelle de son nom, symbolisant en éclair. De plus, lui donner des capacités en lien avec la foudre et les intempéries serait logique. D'autant plus que dans la légende d'Andromède, Poséidon avait pas mal lâché les chiens concernant les tempêtes pour en mettre plein la mouille à la famille Cassiopée. Je viens de parler du fait que ces chaînes peuvent s'étendre.
Au-delà d'être une capacité scénaristiquement très pratique, cela peut être mis en lien avec l'expansion constante de la galaxie d'Andromède. Mais bon, on a parlé de son armure, mais si on parlait de sa couleur. Là, dans le manga comme dans l'anime, même si la teinte n'est pas exactement la même, la couleur globale est le rose. Cette couleur, elle exprime un attachement affectueux et sincère, loin de la fougue du rouge. Elle évoque une sensualité douce, la candeur et la joie de vivre, mais aussi représente le calme intérieur, la naïveté positive et l'empathie. Et le rose peut se traduire par du dynamisme, de l'énergie, l'assurance et la modernité. Cette couleur, historiquement, est aussi associée à l'esprit des samouraïs, fleurissant et tombant en pleine jeunesse. Et la constellation d'Andromède est une jeune dame sacrifiée. Un parallèle peut donc être fait. Alors oui, je sais qu'Andromède n'est pas décédée lors du sacrifice, mais on en reparlera plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est que le choix du rose était tout indiqué. Je me répète souvent, mais Kurumada il ne laisse rien au hasard, ou enfin, en tout cas très peu de choses. Alors évidemment, il y a bien des actes manqués concernant Shun dans les Saintes Écritures de Senseiya. Saintes Écritures, Senseiya, Sainte, ouais, je suis capable de faire de l'humour aussi. On repart un petit peu sur la couleur de ses cheveux. Autant dans le manga, le brun châtain de ses cheveux est logique, car Ikki a des cheveux brun foncé, le brun marquant un lien entre les deux et la différence d'intensité est comparable à leur différence de caractère. En effet, Shun a un caractère beaucoup plus doux que son frère, donc ses cheveux sont plus clairs. Ikki lui a des cheveux beaucoup plus foncés car il est rugueux et taciturne. C'est tout bête mais ça permet de pouvoir créer un lien de parenté direct et de caractériser aussi les personnages. Bon, par contre, dans l'animé, c'est vraiment la foire à la saucisse. Ikki a des cheveux bleus foncés tandis que Shun arbore un vert que jalouserait les terrains de foot les mieux arrosés. Et au risque de vous décevoir, il n'y a pas vraiment d'explication officielle concernant ce choix discutable. Alors, c'est pas laid, mais c'est discutable, à minima. Malgré tout, on va essayer de chercher quelques éléments de réponse. Premièrement, le rose et le vert sont des couleurs complémentaires, donc ça va forcément être harmonieux. Ok, je me rends compte que le concept de couleurs complémentaires, ça doit être un petit peu vague. Je vais essayer de rapidement vous expliquer comment ça marche. Un couple de couleurs complémentaires est un couple de couleurs qui, mélangées, annule la perception de couleur. L'idée, c'est que ça doit produire un gris neutre. Deux couleurs complémentaires, elles sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique. Et avoir les deux dans la même image va avoir tendance à harmoniser le tout. Voilà, j'essaye de rester un peu concis parce que c'est pas le sujet, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, pourquoi changer la couleur de cheveux de Shun et de Ikki? Parce que bon, concrètement, à part ajouter un peu de fantaisie, ça apporte rien. Eh ben en fait, si. Seiya a déjà des cheveux bruns, et changer sa couleur de cheveux serait plutôt malvenu étant donné son statut d'ancienne Seiya. Et l'idée c'est la même que pour les Super Sentai, de proposer des codes de couleurs différents pour chaque personnage principal. Le but c'est de les rendre identifiables au premier coup d'œil. De ce fait, les personnages avec des cheveux bruns, c'est pas vraiment une bonne idée. Vous allez me dire, ouais, avec les armures c'est suffisant. Ouais, mais premièrement, ils sont pas toujours en armure, et secondement, le but à la manière des Super Sentai, c'est de vendre des jouets adaptables. Et dans le cas présent, avoir un jouet sans armure et donc sans casque, en configuration possible. Et là, clairement, la couleur des cheveux, elle est vraiment super importante. Oui, je sais que je vous en parle souvent, mais il y a vraiment une réelle ambition de vendre des jouets. C'est une réalité qui plus est dont nous profitons plutôt bien. D'ailleurs, à la base, pour Senseiya, Kurumada voulait que les personnages portent des toges. Un petit peu comme les guerriers grecs. Mais après quelques discussions, il a fini par changer d'avis. Encore une fois, dans un but parfaitement mercantile. Bon, on a parlé de l'armure, on a parlé de la couleur, mais il nous reste à parler de la constellation. Andromède est une princesse éthiopienne de la mythologie grecque, fille de Céphée et de Cassiopée. Cassiopée, qui n'était pas la dernière pour faire des conneries, clama haut et fort que elle et sa fille étaient plus belles et plus fraîches que les Néréides. Les Néréides, c'est les nymphes de la mer, et accessoirement la garde rapprochée de Poséidon. Poséidon, qui n'était pas le dernier pour se venger, se dit alors: Choc-barre de BZ, cette pornée me provoque. Il demanda donc à Seto, un monstre marin, d'envoyer sous la mer ce patelin de plouc. Céphée, qui à ce moment-là suait bien des fesses, se dit alors: ma seule solution est d'aller consulter l'oracle d'Amon. Oracle, qui n'était pas le dernier pour proposer des plans à la con, dit à Céphée: donne ta fille à becter à Seto, tu verras frère, ça devrait calmer Poséidon. Ce qui est super con, parce que Poséidon, il comptait de base raser l'île. Donc tuer tout le monde quoi. Et dans ce tout le monde, il y avait Andromède. Donc quoi qu'il arrivait, elle allait y passer. Personnellement, je vois pas en quoi ça allait calmer Poséidon. Mais passons. Céphée s'exécute et enchaîne Andromède au rocher. Persée qui passait par là, revenant d'un petit voyage au cours duquel il avait décapité une gorgone. Ouais, j'ai bien dit une gorgone, parce qu'en fait il y en a pas qu'une. Méduse, c'était une gorgone. Enfin bref, Persée voit Andromède saucissonner comme un Jésus à un rocher. Persée, qui n'était pas le dernier pour tenter d'impressionner les filles, proposa à Céphée: frérot, j'ai un CV de tueur de monstres. Je te propose de tabasser Seto et en échange j'ai la main d'Andromède. Céphée, qui n'était pas le dernier pour accepter des plans débiles, accepte. Et ce sans se rendre compte que peut-être tuer Seto risque de foutre Poséidon un petit peu plus en colère. Pour conclure, Persée transforme Seto en pierre grâce à la tête de Méduse, libère Andromède, puis les deux partirent à Tirynthe. Et à la mort d'Andromède, Athéna en fera
fera une constellation qu'elle placera à côté de Cassiopée et de Persée. Moralité, faut pas péter plus haut que son cul, éviter d'accepter les conseils frauduleux d'escrocs, et puis arrêter d'être con aussi tout simplement. Ouais, parce que dans cette histoire, tout le monde est con, hein. Mais l'histoire d'Andromède a quelques rapports avec Shun. Premièrement, l'évident, le sacrifice. Shun doit passer l'épreuve du sacrifice pour obtenir son armure, mais aussi Shun propose à Ikki de le tuer en échange de son apaisement. Il se sacrifie pour sauver Yoga, et il fait de son mieux pour aider Ikki à le tuer lorsqu'il est possédé par Hadès. C'est une sorte de sacrifice aussi. Ensuite, Andromède est connue pour être très belle, et d'après certaines rumeurs aussi belle qu'une Néréide, mais bon, faut pas le dire trop près de la mer ça. Ah non, on va pas tenter le diable. Et Shun, dans le manga comme dans l'anime, dès qu'il monte sur le ring, toutes les filles du public le sifflent. J'abus lui faisant même remarquer qu'au vu de sa popularité, il devrait plutôt trouver un job d'acteur. Aphrodite aussi lui fera une remarque sur sa beauté. Comme pour Andromède, tout le monde trouve Shun super beau. Mais en effet, Shun c'est un super beau garçon selon les canons de beauté japonais, que ce soit de l'époque comme maintenant d'ailleurs. J'ajouterais même que pour l'époque, en effet dans les années 80, les idoles des filles en Occident étaient les jeunes hommes androgynes, tout particulièrement dans les sphères rock et metal. On pense à tous les groupes de glam metal notamment. Concernant les rapports, il y a aussi les liens familiaux, car Andromède subit ce qui lui arrive à cause de sa famille. Et là, un parallèle est inévitable avec Mitsumasa Kido, qui envoie Shun sur une île où il devra subir un rituel mortel. Mais on peut aussi penser à sa relation avec Ikki, qui au début de la série est tumultueuse, Ikki voulait carrément le tuer. Shun vivant en ce moment une réelle détresse, qui le mènera d'ailleurs à proposer à Ikki de le tuer. Ikki représentant à ce moment-là Poséidon et ses fées, un sacrifice pour calmer sa colère et d'une logique mythologique. Bon, maintenant qu'on a parlé de la constellation, on va essayer de parler un petit peu des techniques. Parce que ouais, j'ai parlé de la Rolling Defense un peu plus tôt, mais on n'a pas vraiment parlé en profondeur de toutes ses capacités. Alors évidemment, Rolling Defense, la spirale protectrice agissant comme un bouclier, évoquant évidemment la galaxie d'Andromède. Ensuite, il y a sa variante, lorsqu'il forme une spirale autour de lui, spirale pouvant envoyer 10 000 volts à qui traversera la barrière créée par Shun. Barrière qu'il peut plus ou moins étendre à volonté. La chaîne de Shun ne semble pas avoir de limite fixe. Son attaque la plus fréquente porte le nom de sa chaîne, la Nebula Chain, qui est sensiblement un coup de chaîne droite. Le petit twist est sa versatilité. Il peut s'en servir pour maraver un manant, certes, mais il peut s'en servir pour repérer un ennemi invisible aussi. Il peut s'en servir pour atteindre un objet. Il peut aussi s'en servir comme un grappin, l'extensibilité de sa chaîne permettant une flexibilité théorique assez impressionnante. D'ailleurs, grâce à ça, sa chaîne a la capacité de donner une impression de dédoublement, en utilisant la longueur de la chaîne pour donner plusieurs coups en même temps. Capacité suivante, la vague de tonnerre ou Thunder Wave en VO. Une attaque où la chaîne droite d'Andromède prend une forme d'éclair et avec cette attaque, il est capable d'atteindre un ennemi hors de sa portée. Attaque intéressante dans l'arsenal de Shun car ça lui permet d'attaquer par ruse. En effet, la chaîne disparaît puis réapparaît derrière l'ennemi. C'est pratique. Ensuite, c'est pas une capacité mais plutôt une compilation de capacités, avec le casting net, le spider net, le spiral conduct, le boomerang shot, le wild trap et la grid capture. En réalité, toute une palanquée d'attaques utilisées pour vaincre Yottsila. Pour la majorité, on voit leur première et leur dernière apparition à ce moment-là. Le grand intérêt de cette compilation d'attaques, c'est surtout de montrer la polyvalence de Shun, car il est capable d'utiliser sa chaîne de manière ultra créative, dans le but de pouvoir trouver les failles de ses adversaires, et ça c'est vraiment cool. Maintenant, évidemment, on doit parler de ses deux plus puissantes capacités. Premièrement, Nebula Stream. Shun projette un courant d'air sur son adversaire afin de quasi totalement l'immobiliser. Selon les mouvements de ce dernier, le courant augmente en intensité. Et lorsque la Nebula Stream atteint son paroxysme, Shun peut lancer son autre capacité, la Nebula Storm. Capacité découlant de la Nebula Stream, Shun crée une tempête de cosmos dévastatrice pouvant détruire complètement son adversaire. Capacité iconique, capacité mythique, mythologique même je dirais. Attaque que Shun n'utilise qu'en dernier recours, mais capacités qui ont un lien direct avec son sacrifice. Et avec le sacrifice d'Andromède d'ailleurs aussi. En effet, Shun comme Andromède ont dû affronter les courants marins. Que Shun ait une capacité liée à son sacrifice est parfaitement logique. Shun de tous les personnages principaux de Senseiya, c'est celui qui a le kit de capacité le plus varié et polyvalent. Il est d'ailleurs celui qui a le plus de capacités. Assez ironique d'ailleurs que ce soit celui qui souhaite le moins se battre qui soit le plus apte au combat. Bon, on a fait le tour de toutes les informations un peu théoriques. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer au développement du personnage au fil des chapitres, que ce soit dans le manga comme dans l'anime, mais surtout dans le manga. Shun, comme les autres, était un des orphelins envoyés aux 4 coins du monde par Kido pour obtenir une armure. Lors du tirage au sort concernant la répartition des enfants, Shun tomba sur l'île de la Reine Morte. Et suite à la description de l'île, Ikki demanda à prendre la place de Shun. Et là déjà, l'anime et le manga divergent. Car là où Shun dans l'anime est chanceux car il améliore ses conditions, dans le manga c'est tout l'inverse. L'île d'Andromède est décrite comme avec un climat bien pire que l'île de la Reine Morte. Shun sera le premier à partir dans le bus et ne sera jamais mis au courant du piège qui s'était refermé sur lui et son frère. Bien que la météo sur l'île d'Andromède était terrible, il a eu la chance d'avoir un mentor juste.
certes strict et inflexible, mais profondément juste. Et là aussi, l'anime et le manga ne racontent pas exactement la même chose, car au moment où l'anime devait montrer le maître de Shun, Kurumada ne l'avait tout simplement pas encore créé. La Toei et son équipe créa donc l'un des chevaliers d'argent les plus iconiques. Et encore à ce jour, il est considéré comme l'un des plus puissants, rivalisant même avec les chevaliers d'or, Albior de Céphée. Droit, loyal, juste, mais surtout d'une puissance hors norme pour un chevalier d'argent. Le manga lui a été beaucoup plus sobre en créant Dédalos de Céphée. Chevalier d'argent aussi, mais largement moins puissant. Là où il a fallu 2 chevaliers d'argent pour mettre à terre Albior, il n'a fallu qu'Aphrodite pour terrasser Dédalos. Enfin, on reparlera sûrement un jour des chevaliers de Céphée, mais je sais juste pas quand. Bref, Shun rencontre aussi June sur l'île d'Andromède. Elle aussi élève de Dédalos et chevaleresse du caméléon. Ah oui, on dit chevaleresse, pas chevalière. Chevalière, en fait, c'est un type de bague. Vous savez, c'est les grosses bagues qu'on met à l'auriculaire. Celles qui servent à sceller les enveloppes avec de la cire. Bon, j'en étais où, moi Ah ouais, June du caméléon. Leur relation est assez proche de celle qu'Ikki avait avec Esmeralda. En effet, June prend soin de Shun et pense ses blessures. Tout comme Esmeralda le fit avec Ikki. Un parallèle intéressant se crée donc. Et c'est assez intéressant car Shun représente en quelque sorte ce que Ikki aurait pu devenir s'il avait eu un bon maître. En effet, les conditions climatiques de leur entraînement est assez comparables, leurs relations sociales aussi. La réelle différence se situe surtout au niveau de la vertu de leurs maîtres respectifs. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout l'emphase sur la responsabilité que les professeurs ont lorsque leurs élèves tournent mal. Rappelons que Kurumada est un ancien délinquant. Avec ce parallèle, on peut y voir une critique du système éducatif. Système qui, durant sa jeunesse, l'a laissé en plan. Avec ce parallèle, il pointe du doigt un problème et montre une solution. Ce n'est évidemment qu'une interprétation de ma part, mais au vu du passif de Kurumada, cela ne me semble pas si impertinent. Pour obtenir son armure, Shun a dû passer l'épreuve du sacrifice. Épreuve durant laquelle, pour s'en sortir en vie, il doit faire exploser son cosmos. D'ailleurs, dans la VF de l'anime, il y a une petite coquille. En effet, il est dit que Shun a pu obtenir son armure en s'éveillant au 7e sens, ce qui est une pure invention de la VF. Ni dans la VO de l'anime ni dans le manga, il est mentionné que Shun a dû s'éveiller au 7e sens. Il est cependant dit qu'il a dû augmenter son cosmos jusqu'à son paroxysme et le faire exploser, le tout pour se libérer et libérer l'armure. Shun refusait catégoriquement de se battre sérieusement durant ses entraînements, laissant croire à tous qu'il n'avait jamais pu éveiller son cosmos. Et avant de partir de l'île d'Andromède, que ce soit dans l'anime comme dans le manga, il montre à son maître la vraie puissance de son cosmos, détruisant l'armure de son maître. Dans le manga, c'est d'ailleurs la totalité de l'armure qui est détruite. Shun, durant l'arc du tournoi galactique, il est assez discret. Il ne se fait que très peu remarquer jusqu'à la fin du combat entre Seiya et Shiryu. Intéressant que sa première réplique sera pour se moquer de la défaite de Geki de l'ours. À ce stade, Kurumada n'était probablement pas encore certain de vers où il se dirigeait avec le personnage de Shun. Mais malgré ce passage lui donnant un petit air narquois, sa première réelle action est d'apporter son assistance à Shiryu. Il sera dans l'anime comme dans le manga celui qui tiendra Shiryu pour que Seiya puisse viser correctement la griffe droite du dragon. Et Shun se sacrifie au passage, car il sait très bien qu'il prendra aussi une avoine en portant Shiryu. Et ça ne manque pas vu que ça l'envoie dans les roses avec ce dernier. Ce passage, il montre 2 choses. Shun a une certaine répartie et surtout il est prêt à donner de sa personne lorsqu'il s'agit de sauver quelqu'un. Après ça commence le combat entre Shun et Jabu. Et là où dans l'anime Shun est assez insistant avec Jabu lui demandant d'abandonner le combat, dans le manga Shun met en évidence l'absurdité de la situation. Puis il prévient Jabu qu'il va prendre tarif s'il rentre dans la spirale protectrice créée par sa chaîne. Jabu étant Jabu, il essaye d'entrer et Shun le défonce. L'information à retenir ici c'est que Shun est vraiment très puissant. Car un peu de temps avant ça, Kurumada nous montre Jabu étalé ban du petit lion. Ce qui place d'entrée de jeu Jabu probablement dans le top de la compétition. Après sa victoire expéditive contre Jabu, sa chaîne se met à agir d'elle-même pour noter Axia sur le sol. Juste après ça, Ikki apparaît et la chaîne se jette sur lui. Shun, heureux de revoir son frère, aurait dû écouter les conseils de sa chaîne. Car à peine arrivé, Ikki frappe Shun à l'épaule et détruit son épaulière. Après le vol de l'armure d'or, tous affrontent un phénix noir. Et Shun fera preuve de compassion. Car comparé aux autres, il sera le seul à laisser son adversaire en vie. Et volontairement, je veux dire. Avec cet arc, on apprend 3 choses. Shun est très puissant, prompt à éviter le combat, par contre, s'il y est contraint, il fera en sorte que son adversaire ne se relève pas. Il fera tout son possible pour le laisser en vie, par contre, il va le défoncer. Et troisièmement, Shun fait preuve d'une certaine maturité. Lors de l'arc des Chevaliers Noirs, Shun se fait attaquer par l'Andromède Noir alors qu'il est en train d'essayer de sauver Seiya. Shun et l'Andromède Noir n'ont d'ailleurs pas vraiment de combat. Andromède Noir torture Shun lorsque ce dernier n'est pas apte à se défendre et se fait masser en un coup par Shun dès lors que ce dernier est délesté de Seiya. Le combat entre guillemets se fait en 2 phases unilatérales. Encore une fois, le fait que l'Andromède Noir se fasse tuer en un seul coup montre la puissance considérable de Shun à ce moment-là. Intéressant de noter que dans ce cas-ci, Shun n'a pas essayé de le laisser en vie, l'Andromède Noir l'ayant vraiment poussé à bout. Et pourtant, de ce côté-là, Shun est vraiment très résilient. Face à Ikki, Shun propose un deal à ce dernier. Il se sacrifie en échange qu'Ikki laisse les autres en vie et rende l'armure. Quand on y pense, sacrifice comparable à Céphée sacrifiant Andromède pour calmer Poséidon. On parle ici d'une adaptation assez
assez habile du mythe, une petite pirouette que Kurumada apprécie nous proposer régulièrement. Après le combat contre Ikki arrive l'arc des Chevaliers d'Argent. Pour nous, grands fans de Shun, c'est une douche froide. Il n'affrontera aucun des Chevaliers de la plage, réapparaissant de nulle part après le combat contre ces derniers, dans une scène servant de conclusion à l'arc des Chevaliers Noirs. Ces derniers se partageant quelques informations concernant l'armure et leurs origines. Après ça, la troupe se rend au Colisée pour rendre l'armure à Saori, où cette dernière leur apprend être la réincarnation d'Athéna. Et là où dans l'anime cette révélation a un impact sur le comportement des chevaliers envers elle, dans le manga, ils s'en foutent. Ils ne l'apprécient pas, ne souhaitent pas la connaître davantage, ils lui en veulent mais ne comptent pas l'aider davantage à l'avenir. Malgré ça, instinctivement, ils viennent en aide à Saori lorsqu'elle se fait enlever par Jamian du Corbeau. Et là où dans l'anime il a au moins le mérite de tuer le chevalier du Corbeau, dans le manga il apparaît bien après. Il débarque comme une fleur pour aider Ikki à combattre Dante du Cerbère. Et le combat contre Dante dans le manga est un petit peu décevant. On parle pas vraiment d'un combat mais plutôt d'une exécution. En effet, Shun détruit Dante d'un seul coup. Alors c'est ultra stylé mais on aurait aimé avoir un vrai combat. Ce qui est par contre assez intéressant, c'est que dans l'anime, Ikki apparaît pour aider Shun et Yoga face à Dante et Capella. Là où dans le manga, c'est l'inverse. Ikki est face à 3 chevaliers d'argent et c'est Shun qui lui vient en aide. Par contre, après avoir eu droit à quelques petites secondes de mise en lumière, Shun se fait pétrifier par Algol de Persée. Ah oui, dans le manga, Algol fait partie des chevaliers de la falaise. Dans le manga, les chevaliers d'argent sont envoyés en 2 groupes de 5, un pour tuer les chevaliers de bronze et l'autre pour capturer Saori et détruire le Colisée. Et là où les fans de Shiryu et moi on va pas être copains, c'est que selon moi, Shun aurait dû affronter Algol. Rangez vos fourches, je m'explique. Il y a un lien qui les unit. En effet, Andromède et Persée sont les 2 personnages principaux du mythe de l'épopée de Persée. Alors certes, ça aurait été très convenu de les faire s'affronter, mais particulièrement poétique. Là où je parlais que Kurumada ne laisse rien au hasard, personnellement, je trouve son choix assez discutable. Alors je comprends que le combat contre Shiryu était aussi très pertinent car les deux utilisent la même arme. Mais merde quoi, Persée et Andromède réunis dans un affrontement, un vrai cadeau pour tout fan de mythologie grecque. Un acte manqué pour moi. Dans l'anime, Shun apparaît comme central dans un seul arc non canon. Enfin, c'est pas vraiment pour briller, il est uniquement là pour être sauvé par Ikki lorsque le Chevalier des Flammes apparaît. Bref, selon moi, il y a vraiment aucun intérêt d'en parler. Avant de partir pour le sanctuaire, Jun tentera de l'arrêter car le sanctuaire a fait assassiner leur maître. Le passage dans le manga, il est assez expéditif. Dans l'anime, c'est un peu différent. Reda et Spica, que personnellement j'appelle affectueusement les 2 merdouilles non canon, qui officiellement sont 2 anciens disciples d'Albior, tentent de tuer Shun après l'échec de Jun. Leur but étant de le tuer pour racheter l'île d'Andromède auprès du sanctuaire, et par conséquent permettre aux survivants d'avoir la paix. Ce qui dans l'idée est intéressant. Shun est en effet responsable à ce qui est arrivé à l'île d'Andromède. Il a disparu avec l'armure, et a participé à un tournoi médiatisé par intérêt personnel. Et avoir un vrai débat sur la situation aurait été incroyablement pertinent. Dommage que les 2 personnages cités n'ont aucune profondeur et s'avèrent être très archétypaux. De là, ce mini-arc non canon n'apporte vraiment rien à part montrer quelques chevaliers en plus. Alors certes, des chevaliers avec des armures qui selon moi sont magnifiques, mais cela n'en fait pas moins des chevaliers inutiles. Heureusement, durant l'arc des 12 maisons, Shun aura un rôle assez central. Premièrement, il sera le premier à affronter Saga, résistant à son Another Dimension grâce à ses chaînes. Certes, à la seconde tentative de Saga, Shun est sauvé par Ikki, mais lors de sa 3e tentative, il s'éveille au 7e sens et grâce à sa Thunder Wave, passant à travers les dimensions, arrive à porter un coup à la tête de Saga, le forçant à abandonner le combat. Shun est d'ailleurs le second à s'éveiller au 7e sens, le premier étant Seiya de Pégase, mais évidemment c'est le héros, c'était normal que ce soit lui en premier. Concernant Shaka, Shun est celui qui, après Ikki, a le plus d'interactions avec lui. Alors j'en profite aussi pour dire que j'adore les pages en couleur de Kurumada. Je sais pas vous, moi je les trouve magnifiques. C'est au moment où Shaka essaye d'achever Shun qu'Ikki apparaît pour le sauver. Et c'est la première apparition dans le manga où il le sauve. Avant ça, il le fait pas. Alors certes, dans l'anime, c'est déjà monnaie courante, mais pas dans le manga. Shun sera éveillé lors du sacrifice d'Ikki pour vaincre Shaka. Et ce sacrifice se fait une maison avant le sien, dans la maison de la balance, où il utilisera tout son cosmos pour réchauffer Yoga et le sauver. Un parallèle ultra intéressant. 2 frères différents, certes, mais avec des vertus et des valeurs communes. D'ailleurs, une petite chose intéressante, Ikki fait brûler son cosmos pour tuer, là où Shun fait brûler son cosmos pour sauver. Une opposition qui en réalité est juste 2 faces d'une même pièce. Mais concernant le sacrifice d'Ikki, on peut y voir un mentor qui montre la voie. Ikki qui guide Shun vers sa future destinée. D'ailleurs, je trouve ça assez dommage que Shun n'ait pas eu de vrai combat contre Shaka. En fait, même après l'arc, je trouve ça super con qu'il n'y ait jamais eu de rapprochement entre les deux. Et je trouve que ça aurait eu beaucoup de sens qu'il y ait un vrai lien entre les deux. Surtout que bon, dans cet arc-là, 3 héritiers sur 5 ont une interaction avec leur prédécesseur. Ou tout du moins, au moins avec l'armure de ce dernier. Enfin, son combat contre Aphrodite. Shun demande à Seiya de le laisser seul pour combattre le Chevalier des Poissons, car ce dernier est celui qui a tué Dédalos, ou Albior dans l'anime.
Contre Aphrodite, Sean montre toute l'étendue de ses capacités. Le Rolling Defense, Thunder Wave et j'en passe. Mais Aphrodite, c'est le genre de combattant qui arrive à s'adapter à son adversaire. Et Sean aussi d'ailleurs, les deux ont des armes vraiment très polyvalentes. Et c'est vraiment tout le sel de ce combat. Aphrodite, c'est une version froide de Sean. En effet, les deux sont des hommes androgynes caractérisés par leur beauté, capables de s'adapter à leurs adversaires. Tous les deux se battent à distance avec des armes et ils ont tous deux un passif avec l'île d'Andromède. Bref, que de points communs. La seule différence est leur vision de la justice. Aphrodite voyant la justice par le prisme de la force. Qui la détient la justice. Poussé à bout et sans armes, Sean lancera sur Aphrodite le Nebula Stream. Technique très puissante et qui laisse le temps à son adversaire de se rendre. Tout bénef pour Sean. Malheureusement, Aphrodite campe sur ses positions. Il lance sa Bloody Rose sur Sean alors que ce dernier lui envoie sa Nebula Storm dans la mouille. Sean dans ce combat, il ne fait pas que venger son maître. Il ne fait pas qu'honorer la mort d'Ikki. Sean s'affronte lui-même. Il affronte qui il aurait pu devenir s'il n'avait pas suivi le cursus qu'il a suivi. S'il n'avait pas été élevé avec cette morale, avec les valeurs du bien. Après avoir pris un coup de soleil en Grèce, on va aller faire du ski au Grand Nord. Asgard est mon arc préféré, et probablement votre préféré aussi. Cependant, on va pas se mentir, il ne rend pas du tout justice à Sean. En effet, Sean il a deux combats. Le premier contre Mime, où il perd toute volonté de combattre et finit presque par se laisser tuer par ce dernier. Heureusement qu'Ikki est intervenu pour le sauver d'ailleurs. Dans ce combat, ces chaînes ne lui obéissent pas, elles ne reconnaissent pas Mime comme étant un ennemi. Et c'est super intéressant car dans cet arc, on voit vraiment à quel point Sean est dépendant de ces dernières. Le deuxième combat est contre Sid de Mizar, où Sean fera de son mieux pour négocier avec Sid. Mais évidemment, il n'arrivera à rien. Et Sid gelant facilement les chaînes d'Andromède, Sean ne pouvait pas gagner à l'aide de ces dernières. Il utilisera son bouton nucléaire, la Nebula Storm, pour le vaincre. Après ça, Sean sera attaqué par Bud et sauvé par Ikki. Enfin d'abord sauvé par Shaina, puis après sauvé par Ikki. Autant Bud vole la vedette à Sid car le personnage a beaucoup plus de choses à raconter, autant Ikki vole la vedette à Sean. Alors oui, Ikki et Bud se ressemblent beaucoup, le combat est donc très logique. Mais il se fait au détriment de Sean, comme tous les combats d'Ikki d'ailleurs dans cet arc. Car ouais, vu que c'est pas la première fois que ça arrive dans cet arc, cela contribue grandement à la réputation de petit frère en détresse de Sean. Et même si cet arc est mon arc préféré et je pense le meilleur d'un point de vue mise en scène et narration, il est pénible de constater que Sean n'y a vraiment pas du tout sa place. Et pourtant Sean, personnage remettant systématiquement en cause la nécessité des combats qu'il doit mener dans un arc où aucun des combats n'est nécessaire, cela aurait été incroyable pour son développement. Mais non, on n'y a pas droit. Tant pis. Heureusement, l'arc suivant met Sean un peu plus en valeur. Durant l'arc Poséidon, Sean aura droit au deuxième combat de l'arc, un combat d'anthologie contre Io de Scylla. Au départ, Io semble avoir un net avantage sur Sean. Il fera d'ailleurs l'étalage de toutes ses capacités à ce dernier. Mais ça, on va pas se mentir, c'était une énorme connerie. Sean, pendant qu'il encaisse tous les coups, il voit, il analyse, il comprend que Io de Scylla a besoin de certaines parties de son écaille pour pouvoir effectuer ses attaques. Sean ne souhaite pas le tuer, uniquement mettre fin au combat, et le priver de ses armes, c'est exactement la solution. Io tentera une seconde attaque de chacun des animaux de son totem. Chaque attaque sera couronnée d'un cuisant échec. Car une attaque ne fonctionne pas deux fois sur un chevalier, n'est-ce pas? Et c'est particulièrement vrai pour Sean. Sa chaîne, elle est capable de s'adapter à tout. Et voilà, Io sans ailes, sans griffes et sans crocs. Mais Io, il est extrêmement déterminé à protéger son pilier. Il se libère de la chaîne nébulaire et attaque Sean. Sean qui à ce moment-là préfère ignorer Scylla et ses attaques pour se concentrer sur son pilier. Et ce passage-là, il nous raconte quelque chose. Si Sean ne voit plus en son adversaire une réelle menace, il ne va pas s'acharner sur lui. Et cela montre une maturité que peu de ses compères ont. Comme pour tous les bronzes sauf Ikki, Sean peut transformer son armure en or dès lors qu'il atteint le 7e sens. Et il ne le fait pas pour vaincre, non, il le fait pour obtenir des chaînes assez résistantes que pour que Scylla ne puisse pas s'en défaire. Tout simplement dans le but de l'incapaciter et par extension de protéger son adversaire. Sean ne veut pas le tuer, Sean veut à tout prix lui laisser la vie sauve. Dans l'anime, c'est le sang d'Aldébaran qui est utilisé pour ressusciter l'armure d'Andromède. Dans le manga, c'est Shaka, le chevalier de la Vierge. Deux armures avec des totems très similaires. Deux armures avec une philosophie très proche. Évidemment, je parle pas des caractères de Sean et Shaka, mais bien de leurs armures. Ajoutons au symbolisme que Sean sera l'héritier de l'armure de la Vierge, que Shaka lui donne son sang et des plus symboliques. Et surtout, cela nous annonce le rôle de Sean dans le futur sanctuaire. Bon, on va parler du passage avec Kassa. Alors, cette immonde tronche de fiac s'en prend évidemment à Sean en se changeant en Ikki. Sean est suffisamment vif que pour comprendre le subterfuge. Kassa perd sa métamorphose et Sean le défonce. Le début du combat est une véritable humiliation pour le Marina. Mais rapidement, il reprend le visage d'Ikki. Sean ne peut dès lors pas l'attaquer. Et cette petite crevure de Kassa lui défonce la mouille. Heureusement, Ikki vient le sauver après que Kassa se soit acharné sur Sean. Mais si Kassa ne s'était pas retransformé en Ikki, Sean l'aurait déglingué.
Troisième combat, car oui, Shun dans cet arc, il passe son temps à se la donner de mano à mano avec tous les marinas qu'il croise. Magnifique combat contre Sorrento de la Sirène. Et c'est intéressant, parce que Sorrento c'est le premier marina qui nous est dévoilé, et il est clairement au niveau d'un chevalier d'or. On va pas se mentir, Shun se fait ouvrir en deux par Sorrento. Son armure détruite, Shun tente le tout pour le tout. Il utilise la Nebula Stream pour incapaciter Sorrento, essayant de négocier avec lui, car il voyait en Sorrento une bonne personne. Shun fait preuve de beaucoup de discernement dans ce combat. Il arrive en écoutant la flûte de Sorrento à saisir la psyché de son adversaire. Enfin, les négociations comme d'hab, ça ne sert à rien et il est obligé d'utiliser sa Nebula Storm pour le finir. Alors Sorrento survit mais Shun gagne son combat. Ensuite, affrontement final contre Poséidon. Là, premièrement, il sert de bouclier de viande à Seiya, puis secondement, il essaye de ralentir Poséidon. Ouais, à la fin, clairement, il ne fait pas grand-chose. Cependant, Shun a brillé durant tout l'arc. Donc on peut lui pardonner. Maintenant, on attaque le chapitre Hadès. Et là, c'est bien et c'est pas bien. Alors, premièrement, à part les ajouts avec les 3 chevaliers d'argent en surplis qui attaquent Shun, eh bien, ce dernier est quasiment totalement absent de la partie sanctuaire. Comme pour les autres, vous allez me dire. Et oui. Il apparaît à la toute fin, lançant la seconde partie de l'arc dans les enfers. Comme pour les autres, il devra s'éveiller au 8e sens pour arriver vivant en enfer, et en enfer, il pourra facilement négocier avec Charon. Ou Charon, je suis pas sûr de la prononciation. Enfin, il arrive facilement à négocier avec, car sa ressemblance avec Hadès, sa pureté et surtout son collier qui sort de nulle part le font plier. On passe à un moment intéressant. Jugé par Lune de Balrog, Shun abandonne toute envie de lutter. Il est fatigué de combattre et laisse Lune le tuer. Et là, ok, il abandonne. Et c'est la seule fois, ok? Enfin, dans le manga, je veux dire, hein, dans l'animé, ça lui arrive un peu plus. Dans le manga, Shun se montre toujours courageux, sauf là. Là, il abandonne. Non pas durant un combat, mais au moment où il est jugé pour ce qu'il a fait durant sa vie. Ce passage, il est bon car il remet en perspective toute l'histoire. Oui, il est du côté de la justice. Mais est-ce qu'il y a de bonnes manières de faire quelque chose de mal? Est-ce que tuer, même si c'est pour la justice, est justifiable? En tuant un meurtrier, ne sommes-nous pas nous-mêmes des meurtriers? C'est ça la question de ce passage. Et la réponse, elle est limpide. Peu importe les motivations, faire quelque chose de mal ne peut être validé. Kurumada critique sa propre œuvre, et je trouve ça courageux. Après ça, on a justement la révélation du lien entre Shun et Hadès, mais sans pour autant avoir toutes les informations. Shun et Seiya continuent leur petit voyage à travers les enfers pour tomber sur l'immonde Cerbère. Ouais, alors j'aime bien le dessin de Kurumada, mais le Cerbère là, c'est juste pas possible. Heureusement sauvés par Orphée, ils seront conduits à Hadès, dans le but de le tuer, sauf que plot twist, Shun est en vérité l'hôte de l'âme d'Hadès. Et non pas sa réincarnation comme tout le monde dit, c'est exactement la même chose que Julian Solo et Poséidon. Un petit flashback mettra d'ailleurs en avant un parallèle ultra intéressant entre Shun, Ikki, Pandore et Hadès, les 4 étant liés par un destin funeste. Et après ça, on va pas se mentir, Shun n'est plus du tout important. Il est là, mais il n'est plus du tout proactif. Et c'est dommage vu son rôle présumé dans cet arc. Chapitre final, Élysion, et là je ne peux cacher ma profonde déception. Shun, le second à obtenir son armure divine, et qui plus est dans le but de sauver Ikki qui allait se faire tuer par Hypnos. Un moment symbolique. Shun sauve Ikki, là où on attendait l'opposé, une inversion parfaite des rôles, montrant que Shun il a grandi. Et c'est une conclusion parfaite pour le personnage de Shun, on s'attendait alors à du grand spectacle. Tout ça pour littéralement se faire endormir par Hypnos. Une énorme déception. Ensuite, lorsqu'Hadès rapplique enfin avec son véritable corps. On aurait pu s'attendre à ce que Shun à minima l'affronte. Par pur symbolique, au moins ça. Mais non, je dirais encore un acte manqué. Mais de façon générale, je trouve tout l'arc Élysion très rushé. Mais on en parlera sûrement un jour. Bon, pour conclure, Shun est probablement le personnage le moins bien évalué du manga comme de l'anime. Shun n'est pas le personnage qui refuse le combat par lâcheté. Il se bat, et se bat même à chaque fois dans le but de vaincre. Shun propose toujours à ses adversaires d'abandonner le combat. Certes, il le fait car il est doux et n'aime pas blesser, mais surtout car il sait que le combat qu'il va mener est totalement accessoire. Selon lui, si le combat n'a pas lieu, ça ne changerait rien à l'issue de la mission. En cela, il est bien plus sage que doux. Le problème est qu'en réalité, il ne se rend pas compte qu'il s'y prend de la mauvaise façon à chaque fois. Les chevaliers, les marinas, les spectres et tout autre membre d'organisations militaires religieuses. Ils sont élus par les dieux, et en plus de ça, ils sont choisis par leurs armures. Tous ont une très haute estime d'eux-mêmes, car tout leur indique qu'ils sont différents, qu'ils sont au-dessus du lot. Sauf qu'ils ne comprennent pas que si tout le monde est hors norme, cela implique que personne ne l'est. Gonflés d'orgueil, ils n'écoutent que leur ego. Ils refusent toujours d'abandonner le combat, et ce même si au fond, ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance face à Shun. Lisez les chapitres et regardez les épisodes où Shun combat, c'est systématique. Demander à un gars bourré d'ego d'abandonner le combat ne peut malheureusement pas fonctionner. Malgré tout, Shun il persévère, car Shun, comme tous les autres, refuse de
lâcher l'affaire. Certes, d'une autre manière, mais il est mu de la même abnégation que les autres bronzes. Le développement de Sean est à mon sens le plus particulier. Sean campe beaucoup sur ses positions en ce qui concerne sa philosophie. Là-dessus, dès le début, le personnage est parfaitement accompli. Là où par contre il se développera, c'est dans sa façon d'utiliser ses armes pour affronter sans tuer. Il voit ses chaînes ou son Nebula Stream comme des outils incapacitants plutôt que des objets mortels. Et là où on verra une évolution, c'est concernant le poids de ses combats. À quel point il en ressort traumatisé. Alors certes, cela n'est que légèrement évoqué durant son jugement dans l'Arcades, mais c'est suffisant pour qu'on comprenne à quel point Sean se déteste. Maintenant, la question qui au final intéresse tout le monde. Sean est-il le plus puissant ou le plus nul? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Tous les chevaliers de bronze ont leurs forces et leurs faiblesses, les mettant tous sur un même pied d'égalité. Et en vrai, cette question-là, on s'en fout, car ce qui importe, c'est ce que fait ressentir chaque personnage. Voilà, on est arrivé au bout de l'analyse de Sean. Je suis épuisé, ça m'a pris beaucoup plus de temps que pour les autres, et en même temps, c'est le personnage le plus compliqué à analyser. Alors, j'ai pas évoqué les spin-offs, et nous parlerons bien entendu plus tard de leur évolution dans Next Dimension et les autres spin-offs. En l'heure, je préfère éviter d'alourdir une vidéo qui est absolument interminable. Si vous avez apprécié ou ne serait-ce qu'appris un truc, likez, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On a encore une toute petite chaîne, on a vraiment besoin de vous pour faire brûler notre cosmos.